Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice de la communication chez Gatewatcher. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Bru, directeur de la cybersécurité et architecture de la STEAM, la DSI du groupement Mousquetaires et tout récemment élu président du CESIN. Avec cette double casquette, notre échange s'articulera autour de deux grandes thématiques: l'évolution du paysage des menaces et de l'écosystème cyber, avec un focus sur les dynamiques de marché, la souveraineté numérique et les nouveaux défis qui émergent. Ensuite, nous aborderons les enjeux spécifiques du secteur du retail, un domaine confronté à des défis uniques en matière de cybersécurité, entre multiplication des prestataires externes, protection des infrastructures IoT et cyberattaques ciblant les grandes enseignes. Une conversation riche en perspectives, entre analyse stratégique et retour d'expérience terrain. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne-Laure. Alors je commence toujours par une petite introduction sur mon invité. Fabrice, vous êtes diplômé de l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes également titulaire d'un executive MBA en stratégie et intelligence économique de l'école de guerre économique. Vous avez débuté votre carrière comme ingénieur technico-commercial au sein de la société Aircom. En 2003, vous rejoignez le groupe Danone comme RSSI, puis la maison Louis Vuitton en tant que responsable de la cybersécurité en 2008. En 2018, vous rejoignez la STEAM, qui est la direction des systèmes d'information du groupement Mousquetaires, en qualité de directeur sécurité des systèmes d'information. Et depuis peu, vous êtes le directeur cybersécurité et architecture de la STEAM, et vous avez repris la présidence du CESIN, donc le club des experts de la sécurité et de l'information et du numérique, succédant à Madame Jarosset. Un parcours très riche. Alors, est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur les actions du CESIN et comment est-ce que vous définiriez ce club de RSSI-DSI ? La cybersécurité est plus que jamais un enjeu stratégique pour nos organisations. Chaque jour, nos équipes IT et cyber doivent faire face à des assauts incessants et orchestrés par des adversaires invisibles, aux compétences variées et disposant parfois de ressources techniques très sophistiquées et des moyens financiers très importants. Et donc, il est essentiel que partout sur le territoire, la communauté cyber resserre les rangs face à ces défis grandissants et quelle que soit la taille de nos organisations. Elle ne peut être efficace qu'à travers la collaboration, le partage et l'entraide entre pairs, en lien avec les acteurs de l'État et les fournisseurs de services et de solutions. Ces valeurs sont l'essence même du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité des systèmes de l'information et du numérique, et qui fait qu'on existe aujourd'hui depuis 10 ans. Plus de 10 ans. D'accord. Et alors, à un moment où la cybersécurité devient un enjeu de souveraineté nationale, comment est-ce que vous percevez l'évolution du CESIN ces dernières années et comment est-ce que vous voyez la continuité et l'évolution de son travail ? Alors en fait, d'abord, je ne sais pas trop ce que l'on entend souvent par souveraineté nationale. Il s'agit d'une notion un peu floue que chacun peut interpréter selon son prisme personnel ou son contexte d'entreprise. Je suis persuadé que si vous interrogez certaines administrations ou certains industriels de défense ou proches de l'État, vous aurez une définition peut-être différente de celle des entreprises qui ont des activités dans le monde entier. Il y a donc un biais cognitif dans cette notion qui ne me met pas toujours très à l'aise. Soit nous parlons d'un numérique de confiance, oui. C'est-à-dire que l'entreprise dispose des moyens de contrôle de protection sur la protection et l'accès aux données, soit nous pourrions parler aussi d'autonomie numérique européenne si nous souhaitons proposer des alternatives européennes de solutions technologiques. Selon moi, la question est donc quel rôle doit avoir le CESIN dans un contexte géopolitique incertain et d'évolution réglementaire européenne ou nationale potentiellement de plus en plus protectionniste. Alors, au sein du club, nous permettons d'ores et déjà au RSSI de partager entre pairs des retours d'expérience, que ce soit au travers des communautés, qui sont des rassemblements d'une 50aine de RSSI qui partagent une même filière ou qui partagent un même intérêt, donc des ETI, les grandes entreprises et les administrations, l'industriel, mais également lors de nos rendez-vous trimestriels en plénière où on essaye de regrouper l'ensemble de la communauté du club, ou encore à travers les labs qui sont des petits travaux entre RSSI qui ont l'objectif de finalement publier sur une thématique particulière un livrable qui est mis à disposition de nos membres et puis ensuite qui peut effectivement être mis à disposition de l'intégralité du public. Nous avons également des échanges réguliers avec nos membres associés, par exemple l'ANSSI ou même la gendarmerie nationale ou la police, pour porter la voix de la communauté cyber dans leurs travaux.
Nous sommes maintenant un club de 1200 membres sur tout le territoire et que nous savons mobiliser pour éclairer un sujet de cybersécurité, produire des sondages, mesurer le pouls de la communauté cyber, soit pour nos membres associés tels que l'ANSSI par exemple, soit nos politiques. Voilà. Nous l'avons déjà fait et nous poursuivons nos échanges réguliers avec ces communautés. Et donc si on en revient sur les actions concrètes du Césin ces dernières années, quelles sont selon vous les grandes victoires et à l'inverse les défis qui restent à relever ? Alors, d'abord, le modèle du club et toutes les opportunités que nous offrons pour échanger et partager entre pairs, mais également avec nos sponsors, c'est déjà une très grande victoire. Tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs depuis 10 ans a permis aujourd'hui de faire que le Césin soit cette communauté de 1200 professionnels de la cyber qui font de la cyber au quotidien pour protéger des intérêts, que ce soit les intérêts de l'État, que des administrations ou des grandes entreprises. Et je pense que c'est un succès et j'en veux pour preuve la croissance significative du nombre d'adhérents partout sur le territoire et pour toute taille d'entreprise. Nous constatons par exemple de plus en plus de RSSI dans des ETI qui nous rejoignent et qui font face aux mêmes problématiques que nous. Mais également les sollicitations sont de plus en plus nombreuses de la part de l'écosystème du numérique, hors filière cybersécurité, que ce soit en France et à l'étranger. Et il est pour moi essentiel que le Césin demeure le club du partage entre RSSI. Nous avons l'obligation de permettre la mise en relation entre pairs, les retours d'expérience, les débats. Ensuite, le développement du Césin doit se faire également en région. Oui. Nous avons d'ores et déjà organisé des réunions du club sur le territoire. Nous sommes allés à Lille, à Nantes, à Saint-Étienne, à Marseille, à Toulouse, à Rennes. J'espère que j'en ai pas oublié, mais voilà, on essaye d'être un petit peu présent partout. Et c'est quelque chose, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais que je souhaite effectivement développer davantage. Et comme je le disais, je vois également qu'il y a de plus en plus de jeunes RSSI ou de RSSI débutants d'ETI qui nous font leur propre retour d'expérience en plénière. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut aussi poursuivre. Ça, c'est vraiment formidable. Et puis, il y a encore beaucoup de points positifs et que je pourrais mentionner. Par exemple, la question de la semaine pour mesurer à un instant T l'état d'esprit des membres sur une question précise et simple. Les relations établies avec les autorités et l'administration de la filière cyber, la veille mensuelle que nous offrons à nos membres, les travaux des labs, en particulier s'agissant de la cyber industrielle, le mentorat entre le RSSI expérimenté et débutant, la participation du club dans des événements significatifs. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à très bien faire. Mais j'aimerais également terminer forcément par le baromètre, parce que le baromètre, c'est quand même un instant très important dans la vie du club. Alors, il a lieu en janvier, en général, fin janvier, début février, selon les années. Mais c'est un moment très privilégié. Il vient d'être effectivement publié et ce que je constate, c'est qu'il s'impose au fil du temps comme la référence française sur l'état de la cybersécurité dans les organisations. Il est très régulièrement repris, que ce soit par les presses spécialisées, voire des presses nationales. Et donc, c'est vraiment un événement très important pour nous. Dans les axes d'amélioration, on a encore beaucoup à faire. Comme je le disais, par exemple, développer la présence du Césin de manière encore plus intense dans nos régions. Comment également mieux anticiper les réglementations qui arrivent ou comment mieux préparer les RSSI à travailler sur ces sujets réglementaires qui sont de plus en plus nombreux. Comment faire aussi pour accueillir les nouveaux RSSI, puisque quand vous arrivez dans une réunion du Césin et que vous voyez que tout le monde se connaît et que vous êtes un débutant RSSI, vous vous sentez un peu isolé. Donc comment on fait pour mieux accueillir ces RSSI et puis comment encore continuer à rayonner sur le territoire et en dehors. Alors Fabrice, quelle est votre feuille de route pour 2025 ? Alors, d'abord, continuer à attirer les RSSI, acteurs de la cyber dans les entreprises et ne rien lâcher sur les valeurs du club de convivialité, de partage, de débat, de retour d'expérience. Le Césin est avant tout une association de professionnels de la cyber pour les professionnels de la cyber. Ensuite, développer davantage notre ancrage dans les territoires. Je crois que je l'ai déjà dit, le fameux Césin en région. C'est une mission qui va être assurée par Vincent Lefray, administrateur du club, en collaboration avec les équipes internes. Poursuivre et renforcer nos liens avec nos membres associés, les autorités, les pouvoirs publics. Et enfin, s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Parce que je pense que la communauté RSSI française peut également apprendre de ce que font nos pairs à l'étranger.
Et donc pour moi, il est important effectivement qu'on puisse avoir un petit peu une visibilité sur ce qui se passe dans les autres pays. Donc pour s'occuper de la relation avec les autorités et les ministères, j'ai effectivement nommé un vice-président qui s'appelle Arnaud Martin, qui va être en charge de ces activités. Et sur la partie internationale et voir un petit peu les communautés CISO en dehors de la France, rencontrer nos pairs et voir un petit peu les bonnes pratiques. J'ai demandé à Frank Van Kenegen, également vice-président du club, de reprendre ces activités-là. D'accord. Alors justement, vous parlez de vos pairs internationaux. Est-ce qu'il existe des équivalents du C20 à l'étranger, notamment en Europe ? Et est-ce qu'il y a des échanges ou des coopérations qui sont mises en place pour harmoniser les stratégies de cybersécurité ? Alors, pour être tout à fait honnête, à ma connaissance, j'en connais pas. Et c'est... voilà, on a effectivement l'occasion de rencontrer quelques délégations de RSSI étrangères lors d'événements. On a également... il existe quelques clubs qui finalement font de la cybersécurité, mais pas que, ou des clubs qui sont un mélange entre finalement des fournisseurs de services numériques, des RSSI, dont les objectifs peuvent parfois finalement être un peu les mêmes que les nôtres, mais l'organisation n'est pas totalement la même. On a par exemple entamé des discussions assez intéressantes avec l'EXO. D'accord. Au niveau de l'Europe. On a participé également à des événements de la cybersécurité au Canada, et donc on s'est rapproché d'une organisation qui s'appelle CyberEcho au Canada. Voilà, on voit qu'il y a quelques membres étrangers qui sont membres du club quand même, hein. On a des RSSI qui travaillent en Suisse, il y en a même au Canada d'ailleurs qui ont rejoint le C20, puisque comme nos rendez-vous sont souvent l'après-midi, bien avec le décalage horaire, c'est le matin pour eux, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est un univers qui est un peu à découvrir, et j'espère que Franck sera en mesure de nous apporter quelques réponses très prochainement. On l'espère, effectivement. Alors, vous avez parlé aussi du baromètre du C20 tout à l'heure, qui a été publié il y a quelques jours. Je l'ai lu, et de manière surprenante, il indique un nombre de cyberattaques stable depuis 2023, avec peu d'innovations concernant les méthodes d'attaque, des comportements individuels moins risqués, grâce notamment à la sensibilisation et à la formation des collaborateurs. Et il indique également une prise de conscience des risques cyber assez forts dans les entreprises. Et en parallèle, les prévisions d'augmentation des effectifs et des budgets alloués à la cybersécurité sont en baisse. Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont nous abordons la cybersécurité ? Alors en fait, même si le nombre d'attaques est resté stable, ça ne veut pas dire que le nombre de tentatives d'attaque a diminué, hein. Je rappelle que ce que nous qualifions de cyberattaque au sein du club, c'est le fait de subir un acte malveillant envers un dispositif informatique portant atteinte de manière significative à la confidentialité ou l'intégrité de l'information de l'entreprise, ou encore à la disponibilité du système d'information, entraînant des pertes financières significatives et ou l'atteinte à l'image de l'entreprise et ou des efforts significatifs de défense pour contenir et traiter l'attaque. Donc pour résumer, c'est une attaque qui a presque réussi et qui nécessite malgré tout un investissement en ressources pour pouvoir gérer l'incident et qui peut avoir un impact sur l'activité de nos entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment une attaque informatique. Et donc effectivement, le nombre est stable d'année en année. Alors pourquoi en fait ce nombre est stable ? En moyenne, on peut aussi considérer que le niveau moyen de maturité en cybersécurité des entreprises a considérablement progressé pendant ces dernières années. Et ça, je crois qu'on peut dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais évidemment, les difficultés que l'on peut avoir, c'est que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes budgets, les mêmes ressources humaines, les mêmes moyens pour pouvoir assurer la cybersécurité de leur entreprise. Et donc cette maturité n'est pas encore homogène entre toutes les entreprises, et c'est justement une des volontés du club que d'essayer d'apporter un peu d'aide et de solidarité à ceux qui ont moins de moyens. Et donc si je regarde le verre à moitié plein, je dirais qu'il y a une prise de conscience qui se perd. Effectivement, on voit que le sujet cyber est de plus en plus à l'ordre du jour de comités de direction, de comités exécutifs, et que ce risque est vraiment prédominant dans les cartographies générales des grands risques, du risque systémique
de nos entreprises. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, voilà, il y a encore énormément de travaux à conduire pour assurer la totale protection des systèmes d'information, quand bien même on sait qu'on n'y arrivera certainement jamais. Oui. Mais au moins permettre à nos entreprises de conduire leur stratégie sans qu'elles soient polluées par un incident cyber. Et est-ce qu'à titre personnel, il y a des données qui vous ont surprise dans le baromètre du César ? Oui, j'ai pas été surpris sur le nombre de tentatives d'attaque. En fait, l'année 2024, il y avait beaucoup d'événements qui étaient prévus en 2024. Et en particulier, il y avait les Jeux Olympiques, il y avait la guerre en Ukraine, il y avait des tensions au Moyen-Orient. Enfin bref, il y avait un terreau qui était vraiment très propice, finalement, à des attaques cyber en quantité, soit contre des intérêts français, soit contre l'État. Et pourtant, ce qui a été absolument fantastique, c'est le travail colossal qui a été réalisé par l'ensemble des équipes cyber françaises pour la protection des Jeux Olympiques, où on voit que, tous les rapports que l'on a pu voir montrent qu'il y a eu peu d'événements, ou du moins un nombre d'événements particulièrement maîtrisés. Si je me mets à la place du citoyen, je n'ai jamais entendu parler de cybersécurité ou d'un événement d'attaque informatique pendant cet événement, et j'ai pu pleinement profiter de l'événement en soi. Donc ça, c'est vraiment pour moi un total succès. Ce qui m'a surtout interrogé, c'est sur ce baromètre, c'est le développement significatif de nouvelles formes de guerre de l'information. Comme les fake news, mais surtout les deepfakes. Donc on se rappelle par exemple en février 2024 ce collaborateur d'une institution financière hongkongaise qui fait un virement de 15 millions d'euros, je crois, après avoir eu une discussion, une visioconférence avec une personne qui avait l'apparence de son PDG. Donc il s'agissait bien de son image, il s'agissait bien de sa voix, et donc on voit bien que l'avènement de l'intelligence artificielle, en plus c'est le sujet du moment, mais on voit bien que y a aussi un prisme qui peut être utilisé par les organisations cybercriminelles ou même tout simplement des petits crapuleux pour pouvoir donner un nouveau souffle à la fraude au président, de manière un petit peu traditionnelle, en fabriquant des fausses vidéos. On a pu aussi constater pendant notamment les JO et bien en amont des JO, énormément de fausses informations qui circulaient. Ouais. Quand on lit les rapports du Viginum, par exemple, ou quand on creuse un petit peu ce sujet, on s'aperçoit que derrière, il y a potentiellement des véritables volontés politiques et que toutes ces informations sont totalement tronquées et erronées, mais utilisent l'image soit d'un média national, soit d'un média en ligne, pour pouvoir diffuser de la fausse information. Ouais. Et ce que j'ai vu apparaître notamment à partir du mois d'avril-mai, c'est que les grands journaux télévisés, par exemple, complétaient systématiquement leurs reportages en disant « Si vous voulez avoir la source de nos informations, veuillez vous connecter sur tel site ou tel site ». Et puis, on a vu aussi apparaître des cellules très importantes de collaborateurs et de collaboratrices qui étaient en charge de s'assurer que l'information qui était publiée sur Internet était exacte. Oui. Et de systématiquement contrebalancer avec la véritable information publiée s'il s'agissait d'une fausse nouvelle, en fait. C'est surtout ça qui m'a particulièrement marqué sur l'année 2024. Et on voit qu'effectivement, ce deepfake fait une entrée assez importante dans le baromètre, puisqu'elle correspond à 9% des vecteurs d'attaque que subissent les entreprises. En 2024 et en 2025, il y a également eu beaucoup de nouvelles régulations cyber en Europe, notamment la fameuse directive NIS2 et puis DORA. Je rappelle que ces derniers visent notamment globalement à une harmonisation et à un renforcement des standards de cybersécurité pour les pays européens. Et en novembre, le César pointait un retard dans la transposition de NIS2 en France et appelait à une mise en œuvre proactive sans attendre le cadre légal définitif. Alors, est-ce que nous sommes trop lents, selon vous, dans l'application de ces régulations par rapport à nos voisins européens? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y en a peu pour le moment qui ont transposé la directive NIS2, mais est-ce que cette inertie représente un risque pour la compétitivité et la sécurité nationale? Alors, s'agissant de DORA, qui est entré en vigueur le 17 janvier 2025, on voit que nos institutions financières ont pris d'ores et déjà ce sujet en main depuis 3 ans et sont prêtes.
S'agissant de NIS 2, alors il y a 2 cas en fait. Pour NIS 2, il y a ceux qui étaient préalablement NIS 1 ou loi programmation militaire, OSE, OIV, etc., qui en fait ne vont pas voir un énorme bouleversement arriver avec la directive NIS 2. La difficulté de NIS 2, c'est qu'elle va concerner, on parle de 10, 15, peut-être plusieurs milliers, 10, 15 000, voire plus d'entreprises en France. Et donc, évidemment, parmi toutes ces entreprises-là, toutes n'étaient pas NIS 1 ou n'étaient pas opérateurs de services essentiels ou d'intérêt vital. Et donc, il y a un flou, il y a une incertitude, puisque la directive, elle donne un cadre général, mais on a besoin de la retranscrire dans notre loi. Et donc, ça pose 2 sujets. La première, c'est effectivement, nous, on alerte, parce c'est pour nous une superbe opportunité de faire monter le niveau de maturité cyber unitairement des organisations, mais si on pousse un peu plus loin, globalement sur l'intégralité de la chaîne qui utilise du numérique. Puisque aujourd'hui, quand on commence à regarder les entreprises, eh bien on s'aperçoit qu'elles ont leur cœur d'activité, mais que pour faire ce cœur d'activité, elles ont tout un tas de fournisseurs, tout un tas de partenaires qui concourent aussi finalement à cette création de valeur, et il est nécessaire qu'ils puissent également monter en maturité cyber. Effectivement, vous disiez qu'il y a peu de pays, je crois qu'ils sont 5 ou 6 à avoir effectivement retranscrit. Ça pose une deuxième problématique, c'est que les RSSI qui sont en charge de la présence de leur entreprise dans tous ces pays européens, il va falloir qu'ils s'assurent malgré tout d'une certaine harmonie. Ouais. Puisque il n'est pas impossible que la retranscription nationale de cette directive puisse avoir quelques effets de bord que le RSSI en charge de plusieurs pays européens devra tenir compte, en plus de toutes les réglementations nationales et locales qu'il a par ailleurs dans le monde. Et donc on a vraiment besoin effectivement que cette transcription puisse sortir rapidement. J'ai souvent tendance à dire que la règle libère. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on sait quelle est notre feuille de route, eh bien, en fait, on peut commencer à travailler avec les RSSI ou avec nos collaborateurs dans les entreprises pour une mise en conformité. Et d'ailleurs, au sein du club, on a trouvé utile que de créer 2 labs, 2 groupes de réflexion, un sur DORA et un sur NIS 2. D'accord. Et puis, alors, au-delà de l'actualité réglementaire européenne, on a aussi l'actualité internationale sur les sujets numériques qui est assez forte en ce moment, avec les États-Unis qui ont annoncé des investissements de 500 milliards de dollars dans la tech avec le projet de Stargate. Et puis en Chine, on a eu la sortie de DeepSeek. Selon vous, est-ce que l'Europe peut encore rejoindre la course aux nouvelles technologies face aux grandes puissances comme les États-Unis et la Chine? C'est un peu la grande question du moment. Ouais, alors moi j'en suis convaincu. Ouais. J'en suis convaincu, bien sûr que l'Europe peut rejoindre la course aux nouvelles technologies. Et je vais prendre un exemple, quelques exemples très concrets. Quand vous regardez, par exemple, chez les GAFAM, qui sont les patrons de l'entité intelligence artificielle, qui sont les patrons de la direction technique, donc vraiment les C-level de ces GAFAM, vous apercevez que sur les 5, j'ai compté au moins 3 Européens, voire même 4 Européens. Donc j'ai compté un Écossais, un Britannique, une personne des Pays-Bas et un Français. Donc ça veut dire qu'on a en Europe les compétences pour le faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, je pense que nous souffrons d'attractivité. Je pense que nous devons travailler au niveau européen pour qu'on puisse développer l'attractivité sur nos territoires. Effectivement, il y a l'attractivité pour que nos cerveaux numériques restent finalement. Et puis alors moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est nous concentrer un peu sur votre secteur d'activité en particulier, puisque le retail, c'est un exemple assez intéressant avec des enjeux vraiment spécifiques par rapport au numérique. Vous avez des milliers de points de vente, des infrastructures IoT imbriquées. Vous avez une forte dépendance à des prestataires externes. Vous devez composer avec une surface d'attaque particulièrement étendue. Alors comment est-ce qu'on sécurise un écosystème aussi fragmenté sans freiner l'innovation et l'expérience client? Quels sont les nouveaux risques qui émergent dans ce secteur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec Fabrice Bru. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur cybersécurité et architecture de la STEAM, donc la direction des systèmes d'information du groupe des Mousquetaires. Le retail, c'est un secteur qui a massivement adopté le numérique ces dernières années, avec notamment le e-commerce, les paiements mobiles, les caisses automatiques. Cette accélération numérique,
est-ce qu'elle a bien été anticipée en termes de sécurité ou est-ce qu'on est toujours en réaction face aux menaces ? Alors en fait non, le secteur du retail n'est plus en réaction face aux menaces. Le secteur du retail a énormément mûri en termes de cybersécurité. Quand on regarde l'ensemble des RSSI du retail au général, hein, je ne parle pas groupement mousquetaire, mais vraiment tout le retail, on voit qu'il y a des vraies stratégies qui sont en place. On voit que de plus en plus la cybersécurité est prise en compte dans les différents projets des acteurs du retail dès le départ. Oui. Et qu'il y a toute une chaîne de protection qui se met en place, toute une chaîne de détection qui se met en place. Et d'ailleurs, je vois au sein du club du Césin, par exemple, on a une communauté qu'on appelle la Frasec Retail, où en fait, tous les RSSI en charge d'une activité de retailer, toutes les grandes enseignes de la grande distribution, mais pas uniquement, par exemple, se retrouvent pour discuter des risques, pour discuter des menaces, pour discuter des plans d'action, de couverture, en termes de cybersécurité, et se rencontrent 2 fois par an pour échanger. Donc vraiment aujourd'hui, le secteur du retail n'est plus en réaction aux menaces comme il y a 10 ans, 15 ans peut-être, et encore. Mais vraiment, on peut s'apercevoir que... moi, quand j'assiste à ces réunions, je me dis que finalement, on a atteint un certain niveau de maturité qui fait qu'on n'a pas à rougir par rapport à d'autres entités beaucoup plus matures. Alors, avec des milliers de points de vente, parfois avec leurs propres infrastructures IT, le retail est un écosystème fragmenté. Est-ce qu'on peut vraiment sécuriser un réseau aussi décentralisé sans freiner l'innovation ? Comment est-ce que vous faites au groupement Mousquetaires, par exemple ? Alors en fait, d'abord, je suis pas sûr que ce soit vraiment une spécificité du retail. Si je prends d'autres exemples, on pourrait très bien poser cette question également à des entreprises du secteur automobile qui disposent de concessions. On peut aussi penser au secteur de l'assurance qui ont aussi des agences. Donc en fait, effectivement, on a énormément de points de connexion, énormément de magasins, des entrepôts, vous l'avez dit. La spécificité du groupement Mousquetaires, c'est qu'on a également des usines. Eh bien, en fait, on fait comme toutes les grandes entreprises. On a des standards qui sont déployés. Il y a des règles qui sont imposées et qui fait que les paramétrages cybersécurité d'un magasin sont identiques d'un magasin à un autre. Mais de la même manière que le système d'information qui est installé de manière plus globale dans le magasin, on installe les mêmes caisses libre-service, les mêmes systèmes d'encaissement, les mêmes terminaux de paiement, enfin tout est harmonisé puisque sinon ça deviendrait complètement ingérable et pas uniquement d'un point de vue cyber. Voilà, donc on a besoin de rationaliser. Donc effectivement, voilà, il y a quand même des standards et c'est juste un volume de sites qui est un peu important. Mais heureusement, on a bien à peu près les mêmes règles partout. D'accord. Et donc, la chaîne logistique des retailers repose sur une automatisation croissante, avec des entrepôts robotisés, avec des flux ultra optimisés. Est-ce que ces systèmes sont devenus la nouvelle cible des cyberattaquants ? Alors, effectivement, dans le secteur du retail, et surtout dans les entrepôts logistiques, on a... Alors, il y a encore des entrepôts qui peuvent fonctionner pour certaines enseignes comme avant. C'est-à-dire avec un système de gestion d'entrepôt, des préparateurs de commandes, et puis des systèmes de livraison, de gestion administrative des ventes, etc. Et puis, vous avez effectivement de plus en plus des bases logistiques qui se mécanisent ou qui se robotisent. Et donc, on commence finalement à converger vers les mêmes problématiques que celles des secteurs plus industriels. Et donc, alors, la manière d'aborder le sujet va être différente, puisque quand vous êtes sur un entrepôt qui est totalement robotisé ou mécanisé, vous allez plutôt être sur des systèmes industriels, donc vous allez parler d'automates, vous allez parler de convoyeurs, vous allez parler de sondes, donc le langage est un petit peu différent. Les événements redoutés ne sont pas totalement les mêmes. Mais finalement, une fois que vous avez réussi à identifier quels sont tous les événements redoutés et quelles sont les contraintes que le logisticien a, eh bien, les principes de sécurité qui s'appliquent vont être les mêmes. Alors après, selon l'industriel ou la logistique, pour des raisons, on va dire aussi physiques, vous pouvez avoir des équipements qui sont un peu particuliers, qui soient plus résistants au choc, etc. Mais fondamentalement,
les principes de cybersécurité que vous allez mettre en œuvre, les process que vous allez mettre en œuvre sont les mêmes. Les seules différences, c'est que les ressources pour les exploiter ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Et puis la manière de l'expliquer, de le traduire n'est pas la même. Alors, on a entendu parler de pas mal de cyberattaques dans le secteur ces derniers mois, avec notamment Truffaut, Auchan, Cultura. Qu'est-ce que ça nous apprend, ces attaques, sur les stratégies de cybercriminels dans le retail ? Alors d'abord, ce qu'on apprend, c'est que les organisations cybercriminelles ont compris qu'il n'y avait pas que les banques qui avaient des informations sur les citoyens et les consommateurs, et surtout, elles ont à disposition des informations qui peuvent être monétisables, puisque finalement l'organisation criminelle, parmi ses objectifs, il y a bien finalement aussi une histoire d'argent. Alors, on avait pendant très longtemps entendu je me rappelle par exemple de l'affaire Target sur des vols d'informations de cartes bleues, etc., sur lesquels on a des normes, une réglementation. Alors, c'est pas au sens légal du terme, mais on a effectivement les fournisseurs de cartes qui se sont associés, qui ont imposé des standards que nous devons appliquer. Donc le standard le plus connu, c'est PCI DSS dans l'univers. Donc on a réussi avec ces standards à protéger les informations bancaires de nos clients. Ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est que il faut quand même voir que quand vous allez... dans, on va dire, les grands retailers, je pense, on peut aller dans des boutiques de cosmétiques ou dans des grandes enseignes de grande distribution, vous avez la carte fidélité. Et la carte fidélité, c'est finalement aussi un moyen de paiement, puisque à chaque fois que vous passez en caisse et que vous présentez votre carte fidélité, vous cagnotez. Vous cagnotez quoi ? Vous cagnotez un peu d'argent, en fait, finalement, que vous pouvez réutiliser lors de votre prochaine visite dans le magasin. Donc ça, c'est aussi de l'argent. Et donc, effectivement, on voit bien que les organisations cybercriminelles, elles se disent qu'il y a une manne financière intéressante à collecter. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on voit. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'organisations cybercriminelles qui se font connaître comme étant particulièrement agressives envers les enseignes du retail. Ensuite, l'autre problématique que nous avons, c'est nous sommes également régulièrement victimes, alors c'est un terme un peu barbare qu'on appelle le credential stuffing, mais pour essayer de l'expliquer simplement, au fur et à mesure des différentes attaques informatiques qui ont eu lieu au cours de ces 10 dernières années, il y a des vols de login, de mots de passe, bref, d'identifiants d'accès qui ont été faits et qui ont été regroupés au sein de grosses bases de données. Et donc aujourd'hui, on a des organisations cybercriminelles qui utilisent ces ressources, ces bases de données, pour tester tous ces couples d'identifiants login, mot de passe sur tous les sites web retail. Et donc parfois, bien évidemment, ça fonctionne, puisque en tant que citoyen, c'est compliqué d'avoir un mot de passe différent pour chaque site sur lequel on est obligé de s'inscrire, puisque aujourd'hui, on est obligé quasiment de créer un compte sur tous les sites que l'on visite. Donc ça devient un petit peu compliqué à gérer, donc bien souvent, on utilise les mêmes. Et en fait, du coup, il arrive que parfois, ça fonctionne sur nos sites. Alors, comme pour nous, il est essentiel de préserver la confiance que nos clients ont dans nos enseignes, on met en place tout un tas d'alertes. D'abord de communication auprès du client, ça évidemment avec le règlement général sur la protection des données, on y est forcé, mais en même temps, je trouve que c'est très, très sain de le faire. On met en place aussi tout un tas de processus techniques, processus humains pour essayer d'identifier au plus tôt ces menaces, puisque techniquement, malheureusement, un identifiant et un mot de passe qui se connectent sur un site e-commerce et qui fonctionne, a priori, ça ressemble pas à une attaque, en fait. Donc bien évidemment, on a réussi à trouver d'autres vecteurs qui nous mettent la puce à l'oreille et qui nous permettent de bloquer très très rapidement. Mais, et on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il est de plus en plus courant dans certaines enseignes alimentaires, dans certaines enseignes de retail, de voir également la mise en œuvre de solutions de type authentification renforcée, le fameux MFA,
parce que justement, on souhaite protéger les données que les clients nous confient. Et que le seul moyen d'être sûr que c'est bien vous qui êtes derrière la connexion que l'on est en train de constater sur notre site, eh bien, c'est de demander une autre forme ou une forme complémentaire d'authentification via un SMS, via que sais-je. Ouais. Et donc, du coup, on voit ces solutions qui commencent à apparaître de plus en plus. On sait que ça peut nuire à l'expérience client et qui est essentielle pour nous. En revanche, malgré tout, on voit que certains retailers ont fait ce choix et que c'est de plus en plus déployé. Enfin, le troisième enseignement pour moi que l'on apprend au travers des attaques dont vous parlez, c'est la chaîne des fournisseurs, puisque en fait, quand vous avez un site e-commerce, tout n'est pas nécessairement à votre main. En fait, vous avez des partenariats avec des tiers externes. Que ce soit pour la gestion de la livraison par exemple, que ce soit pour la gestion du stock e-commerce, enfin il y a plein de cas de figure pour lesquels vous pouvez faire appel à des tiers externes qui ont très rapidement une solution à vous offrir de valeur et un service potentiel à proposer à vos clients de valeur. Et donc en fait, ce que ces attaques de septembre nous montrent aussi, c'est que c'est important pour nous de pouvoir faire monter en maturité et de contrôle le niveau de cybersécurité de toute cette chaîne sur laquelle en fait on peut agir de manière, on va dire, beaucoup plus relative que s'il s'agissait d'applications que nous hébergeons dans nos propres data centers. Vous renforcez en quelque sorte l'exigence auprès de votre chaîne d'approvisionnement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vous disais qu'on fait de l'intégration de la cyber dès le démarrage du projet, donc on les interroge et on qualifie un petit peu déjà le niveau de cybersécurité qu'ils ont, on rajoute des exigences de cybersécurité dans les contrats, on les contraint à nous proposer un plan d'assurance sécurité. Et parfois, ce qu'on essaye aussi, c'est d'aller finalement jusqu'à un audit cybersécurité ou un test d'intrusion, ce qui est de plus en plus compliqué à faire. Hein. Mais on essaye malgré tout, dans la mesure de possible, de pouvoir avoir ça, puisque ça nous permet d'avoir à un instant T une évaluation du niveau de cybersécurité. Très bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'IA, puisque c'est toujours le sujet du moment, avec l'IA qui va transformer le retail, que ce soit pour l'expérience client ou pour la gestion des stocks. Est-ce que ça introduit des nouvelles vulnérabilités ou des opportunités ? Alors, d'abord, l'IA va introduire de nouvelles opportunités. Ça, c'est sûr. Dans l'univers du retail, dans l'univers de la création de valeur pour nos clients, nos consommateurs, ça, c'est sûr que ça va apporter énormément de choses. Mais ça va aussi, ça évidemment, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle technologie, il y a toujours l'apport de valeur et puis il y a toujours le côté un peu plus obscur. Donc effectivement, on a des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle, en particulier sur la manière de l'interroger. Quand on prend par exemple les intelligences artificielles génératives que l'on peut interroger, ce qu'on appelle les LLM par exemple, la manière de prompter, puisque c'est le terme technique un peu utilisé, mais donc du coup la manière de l'interroger peut parfois amener l'intelligence artificielle à vous donner plus d'informations qu'elle ne devrait. En fait, il y a énormément... alors, je ne suis pas encore un grand spécialiste de la pratique cyber dans l'intelligence artificielle. Et en fait, au sein du club, on a aussi un lab qui travaille sur ces sujets de risque autour de l'intelligence artificielle pour essayer effectivement d'en dégager une matrice des risques un peu globale. Alors, on a bien vu quelques documents disponibles de ça et de là. En revanche, on a une dizaine de RSSI qui travaillent sur des vrais sujets d'intégration de la cyber dans des projets IA pour leurs entreprises et qui ont décidé d'en faire un pot commun pour l'ensemble de l'intégralité. Donc, j'aurai certainement plus d'informations à communiquer bientôt. Alors, peut-être une question un peu plus intime. On parle souvent de facteurs humains et en particulier du stress des RSSI ces dernières années. Je parle souvent des RSSI de manière générale sous pression constante avec des équipes sous-dimensionnées. Leur rôle dépasse aujourd'hui la simple gestion technique pour inclure des enjeux stratégiques et réglementaires. Est-ce que vous voyez une évolution de leur fonction vers un rôle un peu plus influent au sein des comités exécutifs ? Et comment est-ce qu'on peut mieux reconnaître et valoriser leur impact au sein des entreprises ? Alors, effectivement, le rôle du RSSI a évolué. Depuis 20 ans, on voit bien qu'il est passé de la personne en charge de l'antivirus
a aujourd'hui, dans certaines organisations, un influenceur clé au sein d'un comité exécutif. Donc on voit bien cette évolution. En revanche, on voit que certaines grandes entreprises très matures en termes de cyber, on voit que certaines grandes administrations ont effectivement un RSSI qui est soit membre du COMEX, soit N-1 d'un membre du COMEX. Donc on voit bien cette évolution. En revanche, ce débat du positionnement du RSSI m'a toujours mis un peu mal à l'aise parce que finalement, est-ce qu'il vaut mieux un RSSI rattaché au COMEX sans moyens, sans ressources, ou est-ce qu'il vaut mieux un RSSI au sein d'une organisation de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et à qui on confie les moyens humains, les moyens financiers, et qui a la possibilité de faire avancer finalement ce sujet? J'ai pas d'avis, si j'ai un avis plutôt, même plutôt tranché, c'est qu'il vaut mieux effectivement pour le RSSI, et surtout en termes de gestion de stress, qui puisse disposer de l'ensemble des moyens financiers, humains et technologiques pour pouvoir remplir sa mission. Après, effectivement, s'il a la possibilité d'intervenir en comité de direction ou en comité exécutif pour expliquer en quoi le risque cyber peut nuire à la productivité ou à l'efficacité de l'entreprise ou de l'administration, eh bien, c'est une excellente nouvelle. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, au-delà des enjeux sectoriels, on se pose une question un peu plus large sur la dépendance technologique des entreprises françaises et européennes. 70% des solutions cyber utilisées en France par les organisations viennent des États-Unis ou d'Israël. Ça pose une question stratégique. La France et l'Europe, selon vous, peuvent-elles vraiment reprendre la main sur leur souveraineté numérique face à la concentration du marché cyber ? Alors effectivement, nous, Européens, dépendons majoritairement des solutions américaines ou israéliennes s'agissant de la cyber. Mais plus largement, on dépend des Américains sur le numérique de manière générale. Et ce n'est pas tant les solutions, en fait, qui peuvent être dommageables que finalement les différentes lois extraterritoriales qui s'y appliquent. Et on peut penser au FISA, par exemple, sur la surveillance électronique. On peut pas penser également au Cloud Act. Bref, on voit bien que les Américains mettent en œuvre de plus en plus de lois extraterritoriales qui leur permettent de nous pomper finalement toutes nos informations. Ouais. Sans qu'on ait nécessairement la possibilité de l'empêcher. Et donc tout ça peut nuire à notre compétitivité, surtout dans un contexte où finalement, et paradoxalement, la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est plutôt favorable à l'Europe aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas dans l'univers du numérique, donc naturellement sur ces sujets du numérique, il me semble naturel ou salutaire de vouloir disposer d'une offre permettant cette autonomie. Mais pour cela, il faut indubitablement une stratégie européenne ambitieuse et voire même courageuse pour qu'on puisse développer davantage une stratégie de soutien aux éditeurs locaux ou mieux intégrer la cybersécurité dans les politiques numériques européennes et industrielles, par exemple. Cela ne sera pas possible de toute manière, de le faire du jour au lendemain. Donc il va falloir aussi accepter le fait que cette politique stratégique européenne à mettre en place va prendre potentiellement 10 ans ou 20 ans. Et j'en veux pour exemple, quand on regarde ce qui se passe en Chine, on voit que la Chine a fait le choix, il y a une vingtaine d'années environ, d'une certaine autonomie numérique par rapport aux solutions américaines. Et donc, alors on parle beaucoup des GAFAM en Occident, mais en Chine, on a les Batix qui sont tout aussi puissants et qui finalement réalisent des chiffres records. On voit en France arriver de plus en plus depuis quelques années, en France et en Europe de manière générale, on voit que des opérateurs comme Huawei, Alibaba commencent à arriver sur le marché. Et donc qui ont des offres alternatives. Donc ça, c'est quand même intéressant de les voir. Et on peut voir même, si on parle de l'aspect retail, que les modes de paiement quand vous allez en Chine sont d'une nature totalement différente de ceux que nous avons l'habitude d'utiliser. Et parfois, vous avez certains endroits où vous ne pouvez pas utiliser votre Mastercard pour payer, quoi. Oui. Vous devez utiliser un système chinois. Donc ça, c'est une véritable stratégie politique qui a été mise en place. Et probablement, il faut que l'Europe fasse la même. Mais en se donnant du temps. Malheureusement, ça ne prendra pas du jour au lendemain. Ça va nécessiter un petit peu d'effort et puis de courage parce qu'il est vraisemblable que l'ensemble des lobbies américains autour de la Commission européenne vont travailler ardemment pour que cette dépendance perdure.
Et en fait, quand on regarde sous cet angle, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les États-Unis ont une stratégie, on va dire stratégie européenne. Enfin, on voit que les États-Unis et l'Europe utilisent grosso modo les mêmes services numériques, sans que l'Europe aujourd'hui ne puisse dire quoi que ce soit. Hein, donc. Et puis on voit que l'Asie également a d'autres services numériques. Et en fait, toutes ces autonomies numériques qui arrivent, si vous vous mettez sous l'angle d'un RSSI qui travaille dans une entreprise internationale, remet en cause beaucoup de sa stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va devoir avoir potentiellement une stratégie utilisant des ressources technologiques cyber plutôt occidentales en Occident, plutôt asiatiques en Asie, même si la politique globale est la même. Les technos seront différentes, et comme les technos sont différentes, ça veut dire que vous avez des équipes qui sont démultipliées, ou du moins qui vont croître pour faire la même chose, mais sur des technos différentes. Et savoir se protéger de manière différente sur des plateformes numériques américaines ou chinoises. Exactement. Voilà, vous allez utiliser une techno plutôt américaine aux États-Unis, vous allez utiliser plutôt une techno chinoise en Chine. Donc du coup, vous allez voir une personne qui soit vous trouvez le mouton à 5 pattes et il sait aussi bien administrer la partie américaine que la partie asiatique, ou alors vous allez avoir 2 personnes en fait. Ouais. Et donc en fait, on a un certain nombre de RSSI dans les entreprises internationales qui finalement doivent subir ces différentes politiques de protection qui sont mises en place et qui ne sont pas sans conséquences ni sur leurs ressources ni sur leur budget. En revanche, il ne faut pas non plus que l'Europe devienne trop finalement dépendant des États-Unis, qu'elle puisse avoir aussi sa propre autonomie. Donc voilà. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, j'ai entendu dire que vous êtes musicien pour le Césin. Est-ce que c'est vrai ? Oui, ça m'arrive. Et comment s'appelle votre groupe et est-ce qu'on peut l'écouter quelque part surtout ? Alors pour l'écouter, il faudrait venir au congrès du Césin qui a lieu tous les ans à Reims, la première semaine, le premier mardi et mercredi du mois de décembre. Alors on avait créé un groupe WhatsApp qui s'appelle les Césins Supportables. Soit en référence à téléphone, ou soit je vous laisse deviner un petit peu ce que veut dire ces insupportables. Et en fait, on profite et on abuse de la magnifique plume de Mylène Jarosset, qui sait réinterpréter avec excellence tous des parodies de grands tubes français célèbres sur voilà, elle les réinterprète sur des thématiques cyber. Et on profite souvent de la soirée de gala du congrès pour démarrer en chant tous ensemble et puis faire un espèce de petit karaoké avec l'ensemble des participants. Donc c'est plutôt fun, effectivement. Très convivial. La cybersécurité et la musique s'accordent parfaitement. Ouais. Alors si vous deviez choisir une bande-son pour illustrer les défis du RSSI en 2025, quel morceau choisiriez-vous ? Alors en fait, j'ai pas trouvé un morceau pour les défis 2025, ou du moins qui puisse être facilement interprétable. Par contre, j'ai 2 titres qui me viennent en tête, surtout en rapport avec ce qu'on vient de se dire. Mylène avait réinterprété une chanson de Johnny Hallyday, donc on appelle Allumer les feux. Qui est chanté quasiment tous les ans au congrès, qui est un grand moment de rigolade, et puis un autre qui était une réinterprétation de Magic System qui s'appelle Il y a de la panique dans l'air. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Ça donne envie de rejoindre le Césin en tout cas. J'espère. Merci beaucoup pour cet échange, Fabrice. Merci à tous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez les clips vidéo de cet épisode sur mon LinkedIn, Anne-Laure de la Rivière, et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber.